a été vu dans les différents médias hier pour essayer de résumer pour les gens qui n'ont pas pu suivre la situation. Et voilà, tout n'a pas toujours été non plus bien raconté dans les médias hier, donc ça sera intéressant d'en parler. On a avec nous Jérôme Battré, qui est agriculteur, qui était monté, donc qui est dans Haute-Loire normalement. Il est avec la coordination rurale, qui est donc un syndicat... je sais pas comment on peut dire minoritaire, c'est pas forcément minoritaire, c'est un syndicat très puissant quand même aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra expliquer ce qu'est la coordination rurale par rapport aux autres syndicats, parce qu'on se mélange un peu les pinceaux parfois. Tout à fait. Et donc on a vu beaucoup de répression sous diverses formes de la police qui a empêché les tracteurs de venir sur Paris. À la limite, le temps qu'on a Monsieur Battré avec nous pour une vingtaine de minutes. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Et alors qu'est-ce que vous avez vécu sur cette journée, sur ce lundi 6 janvier ? On a vécu surtout une répression et puis je sais même pas comment dire parce que on a été interpellé plusieurs fois. Alors on avait interdiction d'avoir un bonnet jaune sur la tête, ça a été vraiment interdit. Déjà dimanche, on avait rendez-vous avec le secrétaire général national, Christian Convert. On s'est serré la main. Il y a une horde de policiers qui nous sont tombés dessus. On avait ordre de quitter le bonnet jaune et tout, et Christian a été placé quelques heures en garde à vue. Et nous, on nous a demandé de partir de la capitale immédiatement. Alors après, on a essayé de dire qu'on avait besoin de se défendre et tout. En gros, on n'a pas à se défendre, on n'est pas à plaindre. Le gouvernement n'a pas d'urgence à nous recevoir pour nos revendications parce que ils estiment que tout va bien en agriculture, alors que ça fait 1 an que c'est mal parti. Et puis, ce qui se passe, c'est que le lendemain, on est sorti, on a été interpellé de nouveau, on a été nassé. On a pris 135 € d'amende chacun, dont une jeune fille qui a 16 ans qui était avec nous, qui a pris une amende de 135 € et qui, elle, était habillée normalement. Et on nous a escortés jusqu'à la sortie de Paris avec interdiction de revenir. On est revenu malgré tout, mais sans aucun signe de jaune, puisque c'est le jaune qui les dérange apparemment. Et là, on avait des RG en permanence derrière nous. Et j'ai été de nouveau interpellé avec mon groupe et j'ai été de nouveau verbalisé et j'étais habillé totalement, d'ailleurs avec la veste que j'ai aujourd'hui, un pantalon normal et tout. Et je leur ai dit, je ne manifeste pas, je refuse de signer quoi que ce soit parce que je ne manifeste pas, rien à foutre. Et là, ça a été, si vous ne quittez pas Paris immédiatement, et on vous surveille avec les caméras parce que c'est truffé de caméras de partout, c'est mise en garde à vue. On va demander la comparution immédiate et éventuellement incarcération immédiate. Voilà. Et j'ai dit, mais c'est quand même, je fais du tourisme et j'avais pris des photos, j'ai voulu leur faire voir. En gros, si vous tirez, on n'en a rien à foutre. Et il y a même des policiers qui, eux, étaient dans l'objectif de pas verbaliser, de refuser, de nous verbaliser et de dire on ne veut pas venir à l'affrontement avec des gens qui nous nourrissent parce que nous, on est là pour protéger les gens et on n'est plus d'accord. Et je dis, mais faites le symbole de venir avec nous devant l'Élysée en le disant. Et là, la réponse a été claire, c'est qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils risquent leur place. Par contre, il y a quand même 3-4 policiers qui ont dit avoir démissionné de la police et attendre la fin de leur contrat, on va dire, pour partir parce que ça les dégoûte de travailler dans ces conditions. Parce que donc, ce qu'il faut dire, c'est que la préfecture avait interdit qu'il y ait des manifestations à partir du dimanche 5, où il y avait eu des appels à bloquer par la coordination rurale. On rappelle que la FNSEA, par exemple, n'a pas voulu se joindre à vous. On verra une vidéo tout à l'heure, n'a pas voulu se mobiliser et suivre ça. Là, vous, aujourd'hui, malgré ces interdictions, qu'est-ce qui était important pour vous en tant qu'agriculteur ? C'était, même s'il y a interdiction, c'est au moins sans faire de grands rassemblements, de venir se montrer. C'était quoi vos ambitions en général ? Notre ambition, c'était surtout d'être reçu en urgence. Je vous prie de m'excuser. Pas de souci. D'être reçu en urgence parce qu'on a des mesures qui sont simples à mettre en place. Et on voulait que nos représentants nationaux soient reçus en urgence. Mais pour eux, tout va bien en agriculture, donc on n'a pas d'urgence à être reçu. Et quand vous parlez de la FNSEA, voilà, moi, la réponse est claire. C'est que notre présidente, si vous regardez sur Wikipédia, elle est agricultrice. Le président de la FNSEA est homme d'affaires. Donc pour moi, si on a à défendre une profession, on va pas prendre un homme d'affaires qui, elle, cherche à tuer l'agriculture, c'est tout. Et justement, c'est quoi la différence entre la coordination rurale et la FNSEA pour les gens qui connaissent pas ?
Alors la différence, c'est que la FNSEA, c'est parti du premier et seul syndicat qu'il y a eu au début. Et ce syndicat a fait des coopératives et tout, qui était une bonne chose au début, hein. Mais c'est plutôt que la finance s'est mis dedans. Et justement, maintenant, ils veulent toujours du plus gros, du plus grand, du plus important. À l'heure actuelle, les fermes valent autour d'1 million d'euros. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un jeune de 20 à 24 ans va pouvoir mettre 1 million d'euros et gagner sa vie avec des produits qui sont payés en dessous de leur valeur marchande? Pour moi, non. La coordination rurale, on travaille pour la transmission, on travaille pour les petites exploitations, pour la vente directe, pour la souveraineté alimentaire. Euh, donc, pour moi, c'est l'avenir de l'agriculture parce qu'on doit respecter le consommateur avant tout. La FNSEA, quand vous voyez que le groupe Avril a le même président que la Hmm. FNSEA, comment voulez-vous que ça puisse avancer? Si vous voulez, dans le journalisme, si vous voulez être défendu par un syndicat, il va pas falloir prendre un dictateur, hein, parce qu'on va pas être sur les mêmes longueurs d'onde. Voilà. Bah, Euh, pour nous, c'est pareil. Après, vous avez la conf qui a un peu les mêmes directives que nous, mais beaucoup plus à gauche. Nous, on a un syndicat qui est totalement apolitique. C'est marqué dans les statuts que quoi que ce soit comme engagement politique, on est viré sur le champ. C'est interdit. Après, chacun a ses convictions, mais en aucun cas, comme on a pu l'entendre sur certains médias pour nous casser un peu du sucre sur le dos, on est RN. Il y a Hmm. des gens qui sont RN, il y a des gens qui sont de gauche, de droite, des extrêmes gauche, des extrêmes droite. Bon, apparemment, il n'y a aucun macroniste parce que c'est un parti qui ne Ça va être fait pas compliqué, ouais. grand-chose à mes yeux. Voilà. Ça c'est bien, ça met tout le monde d'accord en général. Mais alors c'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est que on essaie de mettre une étiquette sur la coordination rurale et c'est Hmm. quelque chose de complètement débile. C'est ça que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Ah, mais ça, je le dis, c'est totalement débile parce que moi, personnellement, je n'ai pas d'avis politique. Mon seul et unique avis politique, c'est que la personne qui se présente, qu'elle soit de droite, de gauche, du centre, tant qu'elle œuvre dans le sens, on va dire, du citoyen et de la République, ça me va très bien. Mais quand vous voyez que, en fait, c'est toujours à eux qu'ils tirent la couverture. Moi, vous savez, hier, ce qui m'a blessé, c'est qu'on nous interdise d'être sur Paris, hein, c'est même pas sur les Champs-Élysées, qu'on soit nassés comme des délinquants et Hmm. qu'à côté, ils se gavent avec une galette Ouais. faite avec nos produits, je l'espère d'ailleurs, Oui. que c'était pas des produits qui venaient d'ailleurs et qu'on ne reçoive même pas et qu'on dise qu'il n'y a pas d'urgence. Quand on voit qu'il y a pratiquement un suicide agricole tous les 2 jours, qu'il y a une ferme qui arrête de travailler presque toutes les semaines et tout ça, ça peut pas continuer. On peut pas continuer dans ce sens parce que c'est pas des méga fermes qui vont faire avancer les choses. Nous, on respecte tout, que vous ayez envie de cultiver quelques hectares de terrain ou une ferme plus grande, c'est le choix de la personne. Et en plus, je pense que si on avait plus de petites fermes qui soient à taille humaine, on va dire, il y aurait moins de suicides, il y aurait moins de détresse et tout ça dans le monde agricole. C'est-à-dire que selon vous, c'est trop mécanisé, trop industrialisé, l'agriculture, là, dans la direction dans laquelle elle va? Bah, si vous voulez, le truc qu'il y a à faire dans l'agriculture, c'est de respecter la capacité humaine. C'est-à-dire que si un être humain peut être capable de faire 80 hectares, même en étant mécanisé et tout, pourquoi aller lui donner 200 hectares où il va s'épuiser et c'est pas pour ça que ce sera plus rentable qu'une ferme plus petite. Faut pas toujours pousser à l'agrandissement, à l'investissement et tout. Faut respecter l'humain dans tous les métiers. Pour moi, c'est ce qui est primordial. Sur la répression, hier, qu'on revienne dessus, parce qu'on a vu des images, on va les montrer tout à l'heure, on a fait une petite sélection avec Marco de vidéos qu'on voulait montrer aux lecteurs qu'on a trouvé sur les réseaux, parce que même les journalistes, il y a une vidéo de Toxin que Didier Maisto a mis sur ses réseaux, donc Didier Maisto de Sud Radio de Toxin, qui montre qu'il se fait contrôler pendant, donc on contrôle son identité et de son caméraman pendant qu'il est en train d'interviewer des Hmm. agriculteurs. Et les agriculteurs disent mais même là vous nous empêchez de donner la parole, de pouvoir parler. Parler, ouais. C'est que là on enlève au caméraman la possibilité de pouvoir filmer. C'est intéressant comment ils jouent sur la loi finalement, sur la police. Est-ce que vous avez vu des cas comme ça? On a vu des grenades de désencerclement être jetées hier alors que les gens sont parfois pacifiques. Qu'est-ce que vous avez vu ou entendu de proches sur ce sujet? Eh ben, ce que j'ai vu, c'est que quand on a été arrêté la première fois avec Christian Convert, ils nous sont tombés dessus. D'abord, il y avait 17 fourgons de police
pour vous donner une idée. On était 11 au total. Et vraiment, on est arrivé, on s'est serré la main, c'est arrivé de tous les côtés. Ils ont barricadé deux routes vers la place du Brésil. Ça a été la première fois. Et franchement, mais on a été nassé, quoi. Je veux dire, il y avait tellement de policiers qu'en fait, on s'est demandé ce qui se passait. On a, sur le coup, on n'a même pas réalisé que c'était pour nous, parce qu'on aurait été un gros groupe et tout ça. Et là, on s'est fait dire que on n'avait pas le droit de manifester. On dit, mais on vient pas manifester. Alors c'est vrai qu'on avait sorti quelques drapeaux parce que justement, on voulait faire quelques vidéos, mais c'était pas dans l'esprit de manifester. C'est pas 11 qu'on va manifester à Paris, quoi. Et là, le secrétaire national a été mis dans un fourgon, il a été emmené dans un commissariat, et nous, ça a été clair, vous quittez les bonnets. J'ai refusé, je lui ai dit, écoutez, moi, je vois pas pourquoi je quitterais un bonnet jaune. Alors après, il y a le sigle CR dessus qui pouvait les gêner. J'ai retourné le bonnet, non, pas de bonnet jaune. Je dis, mais c'est quand même malheureux. On n'a pas à discuter pour la tenue vestimentaire. Après, on a un de nos collègues qui voulait aller uriner et tout, on lui a interdit. Ça a été vraiment, voilà, la question, je dis, mais on fait quoi quand il y a des délinquants? En gros, c'est nous les délinquants. Voilà ce qu'on nous a répondu. Et franchement, moi, je pense pas être un délinquant. Je pense surtout à pouvoir éviter de crever de mon métier, quoi. C'est quoi, vous, et pour vos collègues aussi, la demande? C'est quoi votre besoin actuellement? Qu'est-ce que vous avez besoin d'expliquer aux journalistes et de demander à nos politiques? Bah nous, déjà, la première chose qui nous gêne énormément dans l'agriculture, et je parle pas pour moi puisque je suis en bio, mais c'est que si il y a une norme européenne qui va vous interdire 10% de certains produits, la France va dire, nous, on est encore plus propre, on va mettre 30%. Et suite à ça, les pays européens vont vendre leurs produits avec les 10% en moins en France. Et C'est une ça, je trouve, concurrence déloyale, en fait. c'est une concurrence déloyale. Et quand vous voyez que déjà la main-d'œuvre est beaucoup moins chère dans nos pays voisins et les plus proches, hein, sans parler que ça, on va le chercher loin et tout ça, et que ramener en France avec le transport, il est moins cher que ce que ça nous coûte à produire, comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir? Et puis, il y a des choses, c'est que nous, on est contrôlé par l'OFB, on n'en veut plus de ça. C'est des hommes armés qui viennent contrôler votre qualité de travail. Est-ce que vous pensez que vous, ça vous plairait de savoir qu'il y a un homme armé derrière vous pour savoir si vous dites pas un mot de travers? Vous vous rendez compte, c'est un traumatisme C'est pour quoi moi. l'OFB, Je pour pense ceux qui connaissent pas? que c'est l'Office français de la biodiversité. Et en fait, ils viennent vous contrôler si, parce que par satellite, ils vont trouver qu'un arbre fait bien, mais sur une parcelle, et ils vont le mettre en arbre isolé. Et si par malheur vous le coupez parce que l'arbre est mort ou qu'il a été foudroyé, comme moi ça m'est arrivé, vous pouvez prendre des pénalités parce qu'en fait, Non. si vous voulez, la volonté de l'Europe, c'est qu'on va donner 21 milliards d'euros à l'Europe pour nous reverser 9 milliards de Ouais, primes à nous. c'est vrai. Donc il y a 12 milliards qui s'évaporent entre-temps. Et sur ces 9 milliards, on a des conditions de travail qui sont complètement hallucinantes, quoi. C'est des trucs, on nous contrôle tout, on nous empêche de travailler. Et justement, le truc, c'est que notre slogan, c'est foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on va, où on va. Et j'estime que le Mercosur, c'est là que ça a fini de mettre le feu aux poudres, parce que Hmm. vous prenez des pays comme l'Argentine, le Brésil et tout, on va pouvoir retrouver des produits comme ça dans nos assiettes. Et moi, j'ai une amie qui a une application et j'ai été étonné. Elle a scanné un code barre et sur ce code barre, il y a marqué produits dangereux contenant des traces de, je sais plus comment ça s'appelle la molécule, je retiens pas tout, pouvant être cancérigènes en utilisation régulière. Donc, en gros, on nous marque sur des trucs, vous allez vous empoisonner en bouffant ça, mais on s'en fout, ça fait vivre la finance. Et nous, on n'en veut plus de ça. Quand vous voyez que vous voulez vendre du fromage que vous produisez à la ferme, il vous faut du carrelage, de l'inox, des machins et tout. Avant, on faisait ça sur de la paille et des planches. Personne n'était mort. Hmm. Nous, à la campagne, ici, après, bon, ça peut paraître barbare pour quelques-uns, on tuait le cochon, c'était un patrimoine, c'était une fête, c'était voilà, c'était une coutume, un savoir-faire et tout ça. Eh ben, on a le droit de le faire pour nous, mais on n'a pas le droit de le faire pour un client. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, on peut s'empoisonner et crever, on n'en a rien à foutre, mais on n'a pas le droit d'empoisonner les autres, quoi. Vous voyez, ça, c'est des trucs, ça va me tuer, parce que par contre, si ça vient de n'importe quel pays du monde, avec de la pollution pour l'amener à coup de cargo, d'avion et tout ça, eh ben, on Oui. a le droit de l'utiliser en France, quoi, de le commercialiser.
Et c'est intéressant parce qu'il y a, oh mince, je retiens pas les noms, t'as mis Miloud, quelqu'un dans le chat qui disait, et si on portait tous un bonnet jaune, ce serait intéressant. C'est comme les gilets jaunes en fait, finalement. Derrière. On va avoir gilet jaune, bonnet jaune, mais vrai. là ils pourraient plus rien faire si on mettait tous un bonnet jaune. Mais derrière. ça veut dire que c'est la Confédération rurale qui a coordination rurale qui a l'initiative des manifestations, en tout cas du mouvement des agriculteurs vers Paris. Si vous voulez, c'est la coordination rurale qui a appelé tout le monde. Parce que personnellement, et ça reste mon avis, c'est que la FNSEA, c'est dans la cogestion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme certains gros syndicats autres. Ils vont faire un peu de cinéma et tout ça en attendant les ordres de Macron et de dire vous rentrez les tracteurs. Et ils vont pas défendre l'agriculture. Ils vont défendre, on va dire, le pouvoir en place, la finance. Alors que nous, on n'en a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est vivre, c'est pouvoir travailler, c'est arrêter d'avoir des primes pour nous tenir et pouvoir avoir des prix. Parce que quand en agriculture, pour tout vous expliquer, par exemple, pour nos amis qui sont laitiers et tout ça, hein, ce qui n'est pas mon cas, on leur prend le lait en fin de mois et on leur envoie la facture d'achat. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas les prix. Les prix, ils ont un prix de base qui va être, mettons, de 38 centimes et ils ont des primes si le lait a de très bonne qualité et ils ont des décotes si le lait est de moins bonne qualité d'après eux. Mais si le lait va coûter, mettons, 42 centimes à produire, ils vont être payés peut-être 38. Mais qui fixe Ça, le prix? on s'en fout. Qui fixe ce prix-là? C'est la finance, c'est les laiteries, c'est les groupes comme Lactalis et tout ça. Ouais. À savoir que, par exemple, pour se retirer d'une laiterie, il va falloir que le producteur prévienne des mois, voire des années à l'avance. Par contre, la laiterie, comme Lactalis a fait récemment, peut vous dire du jour au lendemain, on collecte plus. Vous êtes plus rentable. Vous vous rendez compte, le truc, c'est une vie foutue en l'air, ça. Ouais, en fait, ils ont un monopole, ils gèrent les prix et ils gèrent l'approvisionnement. Et donc, après, les producteurs, eux, ils sont à la merci de ces gros groupes, quoi. Tout à fait. Et quand Monsieur Battré parle de la finance, faut jamais oublier quelque chose dont on parle jamais, c'est à quel point justement les traders et les marchés financiers font fluctuer les prix des produits de première nécessité, que ce soit la tomate, la patate, ce que tu veux. Ils s'échangent ça dans la finance pour les marchés financiers. Pour faire circuler l'économie, et parce que c'est le jeu en fait économique qu'on a actuellement avec le capitalisme. Est-ce qu'on en veut? C'est la question derrière. Est-ce qu'on veut ça? Mais en tout cas, les gens, vu qu'ils ne connaissent pas ce sujet-là, qu'on n'en parle jamais, que ce soit dans les médias ou n'importe où, et du coup, on nommait complètement ce sujet-là, qui est en fait une question cruciale pour savoir de quelle vie on veut donner à nos agriculteurs en général. Donc voilà. Est-ce qu'on pourrait me passer la première vidéo qu'il nous a envoyée? Oui. Celle qui s'appelle Agriculteur invité, où on voit justement comment est-ce que la police traite Monsieur Juste Battré. avant de mettre la vidéo, Monsieur Battré, vous êtes dans quel type d'agriculture? Vous faites quoi exactement, votre production? J'ai quelques vaches allaitantes en bio et je suis producteur maraîcher en bio aussi. Voilà. D'accord. Ça, c'est un choix que vous avez réussi à faire assez facilement, parce que j'imagine la difficulté de migrer tout en bio. Tout le monde rêve que de ça, mais est-ce que ça a été évident, facile? Vous êtes soutenu par des aides ou par l'État ou pas du tout? Alors, il y a des aides de l'État, certes, mais il y a de très grosses contraintes. Mais par contre, moi, j'ai une double difficulté, c'est que mes parents n'étaient pas agriculteurs, donc je suis parti de zéro, j'étais commercial. Et je suis parti de zéro. Et quand vous rentrez dans ce système où la FNSEA détient tout, en fait, parce que le problème, c'est que les chambres d'agriculture, c'est la FNSEA qui en a la majorité. Et comme on le dit, c'est la chambre de tous les agriculteurs. En théorie, pour nous, pour la CR, c'est ça. C'est que vous soyez syndiqué, non syndiqué de la CONF ou de la FNSEA, on s'engage à recevoir tous les paysans, car c'est la chambre des paysans. La FNSEA, si vous n'êtes pas syndiqué et que à la FNSEA, vous ne pouvez pas avoir de rendez-vous avec un juriste rapidement. Et surtout, si vous n'êtes pas syndiqué, vous payez 90 € de l'heure. Alors que j'estime que c'est un service qui devrait être pris en charge par le syndicat. Parce que c'est pour défendre l'agriculteur. Bien sûr, et surtout les faibles moyens des agriculteurs, leur demander de payer ça, c'est quand même... Voilà, c'est ça. Et moi, ce qui me gêne énormément dans ce système, c'est que le Crédit Agricole, c'est encore la FNSEA. Groupama, il y a la FNSEA derrière. Et en fait, on est verrouillé. Voilà, ils sont partout. Voilà, et on est verrouillé de partout, donc on est obligé d'aller dans leur sens. Et la FNSEA, en fait, vont pas chercher à avoir des prix, mais des primes, parce qu'au moins, ils peuvent tenir l'agriculteur.
Parce que si vous voulez, je trouve qu'on a besoin d'avoir un revenu d'abord pour que ce soit intéressant pour que les jeunes s'installent et que nous, on puisse en vivre. Parce que quand vous voyez des exploitations qui ferment de tous les côtés et tout, et qui sont englobées par des grosses exploitations à côté, ça pose un problème. Et un deuxième problème qui est posé aujourd'hui, c'est que souvent, et malheureusement, les paysans n'ont pas le choix de faire autrement, c'est de partir sur comment on appelle ça? Euh, Con- En fait, le photovoltaïque et la méthanisation, voilà, je trouvais pas les mots, et ça nous enlève notre vocation primordiale, quoi, de nourrir les gens. Alors, certes, il en faut, mais quand vous êtes paysan, que vous avez envie de nourrir les gens, mais que vous en crevez et qu'à côté, on vous propose une solution pour pouvoir vivre, et ben, malheureusement, vous n'allez pas forcément dans le sens de vos Ouais. convictions. Parce que, certes, il en faut, mais pas à outrance non plus. On n'a pas envie que la France soit que des méthanisations ou des champs de Ouais, je comprends. photovoltaïque. Il y a Hakim qui nous demande dans le chat que se passe-t-il. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, comme on l'a dit au début de l'émission, il y a eu des appels à manifester depuis le 5 janvier dernier, donc qui était dimanche, et le 5 et le 6, les agriculteurs, comme l'a expliqué Monsieur Battré, qui est avec nous et qui est monté justement D'où vous êtes monté, pardon? Haute-Loire, De Haute-Loire. de Haute-Loire jusqu'à Paris, mais c'est venu de toute la France. Et en fait, comme Monsieur Battré l'a expliqué, dès qu'on portait un bonnet jaune de la coordination rurale, enfin symbole de la coordination rurale, la police tout de suite pouvait soit mettre des amendes de manière n'importe comment, mais les gens ne comprenaient même pas. Il y a beaucoup de vidéos comme ça. Et ben, il y a celle Ouais, de Monsieur Battré qui nous je a vais en envoyé. passer une. Donc ça, Il a c'est- filmé justement la police. Alors c'est pas flouté, mais ils sont en extérieur. Je pense qu'on a le droit de les montrer. Hein. Ouais. On a De le toute droit. façon, qu'on ait le droit ou pas, moi, On je va prendre pense le que risque. On va Ouais, mais, voir. Qu'est-ce que vous dites? parce que je pense qu'on peut prendre le risque, je l'assumerai, parce que quand on est dans un déni comme ça, il faut assumer au bout d'un moment. Je Parce pense que que Et puis c'est le devoir honnêtement, d'informer le public aussi. exactement. je pense que les gens ont besoin de prendre conscience qu'on va sur une dictature et que la police devient une milice. Alors, Et ça, pour moi, ça me gêne. je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est pas à vous d'assumer cette responsabilité, c'est nous qui la diffusons, et il faut, comme vous le dites, il faut que tout le monde ait le courage de pouvoir montrer les choses. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est justement de dire à ce niveau-là, même si on voit la tête effectivement d'un membre de la police, ça ne sont toujours que ceux qui Mais ce appuient. sont des exécutants. Ce sont des exécutants, exactement. Le responsable, c'est le C'est ministre de l'administration, l'Intérieur. là, oui, et puis voilà. Donc tout doit être Et le redirigé vers le ministère du préfet, mais qui prend ses ordres du ministère de l'Intérieur. Exactement. Donc il faut aussi remettre la C'est le responsabilité, même Oui. s'il y a des policiers qui font du zèle. Ah, il y a aussi des gens qui font n'importe quoi dans tous les métiers. Les citoyens oublient très souvent qu'au-dessus il y a un ministre. Et Jam Jam dit, c'est pas qu'aux agriculteurs de manifester, en fait, il faut faire une manifestation générale. Enfin, c'est là où tout citoyen, tout membre du peuple en vient à cette conclusion-là. Tu Bien veux mettre sûr. la vidéo? Alors oui, tu me dis c'est Agriculteur invité. Allez, c'est parti. Tac. Voilà. Ah, c'est la bonne franquette. On ne manifeste pas. Je refuse parce que je manifeste pas. Très bien, monsieur. Vous savez quoi? Tenez, vous en aurez besoin. Si, parce que là, c'est ce que je pense. Parce que me mettre une amende, parce que je me balade à Paris, vous devriez avoir honte. Mais une grosse honte. Parce que je manifeste pas, hein, j'ai absolument rien de jaune, voilà. On se promène, on fait les boutiques, et monsieur me met une amende attendez, je prends le matricule, voilà, ouais, me met une amende pour manifestation C'est du interdite. live. Bon. Bah vous la balancez par terre, je suis une merde pour vous. Pièce d'identité, monsieur, récupérez-la. Non, vous la balancez par terre, je suis une merde pour vous. Monsieur, récupérez votre pièce d'identité, faut pas la garder. Et il y a eu beaucoup de. Si on continue, on fait 10 mètres, on en fera une autre. Parce que manifestation, la définition du mot manifestation, ça c'est de la dictature pour moi. Merci Alors, c'est- d'avoir eu le courage de faire cette vidéo. Pré- hein. Bah, pour une présence sur la voie publique, une amende, c'est quand même assez cher payé. Il y a eu beaucoup de gens comme vous, de vos collègues, qui ont eu des amendes. Il sous a rien Batterie. de jaune là. Non, en il y a plus, même pas de bonnet. c'est qu'ils l'avaient suivi, ils avaient repéré qui il était, évidemment. Ah, Il y mais c'est avait- intéressant ça. Ça veut dire qu'on te Évidemment. repère à l'avance, mais tu n'as pas. Oui. C'est qu'ils l'avaient repéré depuis un moment. Il devait y avoir les RG, les renseignements qui devaient savoir ce qu'il faisait ici. Évidemment. Maintenant, légalement, là, je vois pas comment ça tient cette histoire.
Mais ils avaient fait pareil pendant le pass sanitaire. Hein. Il y avait eu ça. Bien sûr. Mais pendant les gilets jaunes aussi, le fait d'avoir un gilet dans la voiture, alors que c'est obligatoire d'avoir un gilet jaune dans une voiture. Si vous aviez un gilet jaune pendant la période des gilets jaunes dans votre voiture, vous pouviez avoir une amende pour participation à une manifestation interdite. C'est des champions. Pardon, monsieur Battré, ouais. On vous a... Ouais, tout ça pour dire qu'il y a deux choses qui m'ont choqué. Il y a eu ça. Et à Orvaux, où il y avait un rassemblement, c'est que un propriétaire d'un hangar avait prêté son terrain pour stocker les tracteurs et tout. Il était encerclé et tout avec nous, puisque je m'y suis rendu et j'y suis resté. Je suis parti en disant, OK, j'abandonne, vous êtes les plus forts, je rentre chez moi, j'en peux plus. C'est la seule condition qui m'a permis de sortir de cette nasse. Mais même le propriétaire de la ferme n'avait pas le droit de sortir de chez lui. Vous vous rendez compte où on en est? Et il y avait 4 blindés pour 120, 130 paysans avec 40 tracteurs. Et honnêtement, quand on voit ça, mais c'est un truc de fou. On est nassé chez soi, quoi. C'est pour moi, on est dans une dictature. Macron n'a plus sa place de président de la République. C'est dictateur de la République, quoi. Et encore, même plus de la République, de la dictature, quoi. Je vais vous dire honnêtement, il y a des moments, je me demande même si la Corée du Nord, ils sont pas plus tendres que nous, quoi. Il y a Scrut qui a mis, parce que c'est notre projet, ça m'a fait rire, pardon. Est-ce que tu peux mettre Agriculture 1 parce que ça fait écho à ce que dit monsieur. C'était à Orvaux, justement dans l'Essonne aussi. Alors je sais pas si on parle sûrement pas de la même personne, mais j'aimerais qu'on regarde ça avec monsieur Battré et qu'on en débriefe après. Derrière. C'est un délire. Allez où, monsieur? Je vais vous aider si je suis vendu dans ce... Non, vous restez derrière pour l'instant. Vous restez derrière, monsieur. Ah, bah vous, quand vous étiez là, il va être à Paris. Monsieur, vous prenez les bras. Non, anti-paysan. Vous aidez si je suis vendu dans ce... Non, vous restez derrière pour l'instant. Vous restez derrière, monsieur. Ah, bah vous, quand vous étiez là, il va être à Paris. Monsieur, vous prenez les bras. Non, anti-paysan. Avec le flashball derrière, non mais. Toujours. Hein. Ils sont tous équipés. Je me dis, à peu de choses près, j'ai peur qu'un jour ils ouvrent le feu, quoi. Ils sont là à essayer d'empêcher des gens de passer en tracteur. Ils l'ont déjà fait pendant. Qu'ils ouvrent le feu. Non, mais je veux dire, on en vient. C'est quoi le prochain palier? Ils ont crevé. On avait crevé des yeux, les gilets jaunes. Ils ont perdu des mains avec des grenades de désencerclement. Non mais à quel moment on peut justifier l'injustifiable comme ça? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, qui nous écoutent comme une sorte de podcast là, donc on a vu des tracteurs essayer de contourner justement les barrages de police. On est juste sur des routes de campagne, donc ça paraît normal que les tracteurs passent. Il y avait sûrement une interdiction de circuler. Il y a des barrages de police, ça peut avoir diverses raisons de faire un barrage de police, mais on voit derrière un agriculteur être complètement emmené derrière à l'abri des caméras, enfin à l'arrière du camion. Enfin, on sent quand même une forme de tension, alors qu'encore une fois, on sent qu'il y a quasiment personne. C'est pas comme les gilets jaunes où on pouvait dire qu'il y avait 2 millions de personnes. Là, ils sont 3 sur le rond-point. C'est même pas un rond-point. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, monsieur Battré? Cette vidéo, moi, je vais vous dire une chose, ça m'étonne même qu'il n'y ait pas eu des morts, parce que franchement, aller nasser des gens chez eux, mais je pense que si j'avais eu un tracteur sous la main, je fonçais dans le tas, je regardais même plus s'il y avait des humains ou pas en face. Parce que quand on en est là, moi, j'en peux plus. Et franchement, je pense que la France est à 2 doigts de la guerre civile et que ça va péter. On ne sait pas de quand ni comment. Même les forces de l'ordre en sont conscients. Hein. Ceux qui ouvrent les yeux disaient oui, on sait que ça va péter, mais on ne veut pas se battre avec vous. On est là pour vous protéger, pas pour se battre contre vous. Et puis comme vous le disiez tout à l'heure, il y en a qui vous soutiennent en plus, des membres de forces de l'ordre qui vous nous soutiennent. Moi, je vous dis, il y a un policier, il m'a dit, je te jure, j'ai arrêté de travailler parce que je n'en peux plus. Il me dit, j'avais la vocation de protéger le peuple, pas de lui taper sur la gueule pour le faire aller dans le sens qu'ils veulent. Et il m'a dit, je te promets, si tu as l'occasion de repasser et tout, il me dit, mais ça m'étonnerait qu'on se revoie parce que vu que maintenant tu es classé ici, je pense que tu pourras pas venir à Paris comme tu veux. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a quelque chose à dire en France, on va se faire saquer.
Justement, vous parlez des gilets jaunes. J'ai été gilet jaune sur mon département. Ma femme s'est faite agresser. Je dois des sommes phénoménales. Et c'est mon ex-femme aujourd'hui, puisqu'ils nous ont poussé jusqu'à la séparation parce qu'on a eu des contrôles. Il y a des gendarmes qui achètent des terrains et qui, sous le couvert de la FNSEA qu'on peut influencer, euh, peut faire ce qu'il veut. La MSA, qui est normalement notre caisse à nous, aux paysans, eh ben, m'enlève les terrains pour les donner à un gendarme. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des trucs de Ouais. fou. J'arrive même pas à croire que ça puisse exister, parce que ça devient de la persécution. J'ai passé le permis de chasse, par exemple, suite à la bagarre des Gilets jaunes, du gars qui avait agressé ma femme de l'époque. Hein, il avait 2 grammes d'alcool, il a attrapé ma femme par les seins, il lui a dit, je vais t'enculer sale pute, et il a dit à mon fils, je vais t'éclater la cervelle contre le mur. Et comme par hasard, c'est un militaire de carrière, hein, qui avait 2 grammes 10 d'alcool dans le sang. J'ai même pas eu droit à la présomption d'innocence, puisque j'étais en garde à vue, que mon nom était publié de partout, que j'étais j'étais le coupable des violences sur la voie publique et d'agression. Alors que je n'ai jamais agressé personne, j'ai juste défendu, comme j'aurais fait si c'était la femme d'un policier, Bien la sûr. vôtre, n'importe qui. C'est abominable. J'aurais défendu. Il y a ça qui m'a choqué. Et suite à ça, j'ai passé mon permis de chasse parce qu'on a du gibier chez nous. Mon fils qui a 20 ans voulait qu'on ait un loisir ensemble. Et c'est un loisir qui me plaisait, hein, pas pour massacrer des bêtes, mais le plaisir d'être dans la nature. J'ai passé mon permis de chasse, on m'a donné mon permis de chasse, j'ai acheté des armes tout en règle et tout ça. On m'a retiré le droit de chasser. J'ai toujours mon permis de chasse, mais je n'ai plus le droit de chasser. Et on veut me saisir mes armes. Et j'ai refusé de donner mes armes, exprès, hein, pour voir jusqu'où ils allaient. Je les ai cachées. Je risque 15 000 euros d'amende et 10 ans de prison ferme. Et au tribunal, ils m'ont mis 400 euros d'amende. Et j'ai posé la question en disant si je suis terroriste et dangereux, comme vous le dites, hein, puisque je suis fiché comme un terroriste, vous savez que j'ai des armes, que j'ai des munitions, et vous pensez qu'en me mettant 400 euros, ça va Oui, m'empêcher de me oui, servir des armes? c'est bien vu. C'est complètement Mettre en prison. disproportionné. Et Voilà, ça il fait faut me mettre en que. prison si vous estimez que je suis dangereux. Et en fait, le tribunal s'est levé et est sorti de la salle parce qu'ils ne savent même pas quoi répondre à ça. Vous Et vous rendez compte de la situation, complètement. quoi. Et je reviens sur ce que vous avez dit il y a 2 minutes sur de comment en fait ils ont nassé certaines. Mais là, on parle de pâté de maison. Quand on justement, est-ce que vous disiez que vous vouliez, vous auriez été prêt, vous rigoliez quand vous disiez ça, mais que ça vous aurait donné envie de foncer dans le tas. Est-ce que là vous dites quand même que le fait de nasser pour l'administration de la police, je préfère toujours dire l'administration de la police, comme on a dit, le Oui. ministère de l'Intérieur, etc. Est-ce que vous voulez dire que c'est aussi une manière, aussi pour eux, d'exacerber les tensions? C'est-à-dire que là, quand vous dites ça, vous dites, mais ça, pour vous, ça vous rendait encore plus tendu. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Finalement, il y a eu des actes de violence après. Mais le fait de nasser, c'est-à-dire d'encercler une zone, d'enfermer les gens sur eux-mêmes, ça crée, entouré de police, qui sont avec les flashballs, les grenades de Et qui désencerclement. parfois lancent des grenades dans la nasse. Est-ce que ça... Mais bien sûr que c'est fait exprès, parce que ça met des tensions, comme ça on a tendance. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai failli craquer à Paris. Quand vous voyez qu'un mec vous met un coup de poing dans la colonne vertébrale alors que vous marchez devant lui, c'est fait pour vous provoquer. Et comme on n'en peut plus et tout ça, je me suis retourné, j'ai attrapé par le callback. Et comme ils étaient 70, ils attendaient que ça. Et voilà, le seul truc où il n'y a pas eu de chance pour eux, c'est qu'il n'y avait pas de caméra à ce moment-là. Leur truc, c'est, voilà, vous voyez, c'est des violents, ils nous sautent dessus, voilà, c'est tout. On faisait un petit coupage de vidéos, on nous voyait en train de taper sur les flics, voilà, c'est les pauvres flics qui essayent de défendre et ils en prennent plein la gueule. Pourquoi vous croyez que pour 10 personnes, ils envoient, il y avait 48 policiers? Pourquoi ils font ça? Ah, c'est de la provocation, c'est tout. C'est plus Ils une viennent, manifestation de policiers, du coup, là. à un moment, je me suis dit, il y a presque trop de bleu par rapport aux jeunes, il va falloir faire quelque chose. Et moi, il y a une jeune qui m'a regardé, je crois qu'elle était commissaire d'ailleurs. Elle me dit, enlevez ce bonnet immédiatement. Je lui dis, ben, enlevez votre calot, je supporte pas le bleu sur la tête. Elle me dit, monsieur, ici, c'est moi qui décide. Je lui dis, ben, sur mon corps, c'est moi qui décide. Voilà, Oh. point barre. On m'a dit, vous voulez le prendre comme ça, on va voir. Voilà. Mais Très bon. honnêtement, de quel droit? Il y a même un moment, les autres m'ont arrêté parce que après la vidéo, j'allais me foutre à poil devant eux pour voir si j'avais le droit de me promener à poil, puisque ma tenue vestimentaire les gênait, quoi.
Et toute petite Et, question d'ailleurs, il y a Samir qui nous demande dans le chat où est-ce qu'on peut se procurer, où est-ce qu'ils peuvent, ou ceux qui sont intéressés, il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs à votre message, est-ce qu'ils peuvent acheter un bonnet de la coordination rurale, ce bonnet jaune? Eh ben, il suffit d'aller sur le moteur de recherche de votre ordinateur, de taper coordination rurale de votre département et vous allez tomber sur l'animateur ou le président du coin. Et ce sera avec plaisir qu'il y aura une mise en relation. D'accord. Et par Et contre, là-dessus, il va y avoir des délais parce que on a eu déjà un épuisement national des stocks. C'est vrai que c'est une bonne idée. Si tous les citoyens avaient un bonnet jaune, ils vont avoir du mal à faire ouais, la mettons distinction tous entre un bonnet jaune. Ouais. les manifestants et les citoyens. Incroyable. Hein. Est-ce qu'il y a Bah, des... tout à fait, Il y avait Miloud, ouais, qui- nous, on fait un appel à tout le monde pour nous rejoindre et faire arrêter cette dictature. Pour moi, hein, après, plus haut, ils disent pas dictature parce que le mot est pas bien à dire, mais moi, j'ose le dire. Mais si vous voulez, si on manifeste aussi, c'est pour respecter ce que vous avez dans vos assiettes, les consommateurs. Parce que, je veux dire, il y a des produits qui sont pas très propres, qui sont retrouvés. Et quand vous voyez que le blé ukrainien arrive en France avec le transport moins cher que ce que ça nous coûte à produire, imaginez les céréaliers ce qu'ils vont prendre. Parce que si vous perdez 10 euros sur 10 tonnes, donc vous pouvez vous en remettre, mais si vous perdez 10 euros sur 100 000 tonnes, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est un risque Et ça est-ce- que le blé ukrainien arrive dans nos assiettes? Ah, il est déjà dans Il vos est dé- assiettes. Hein. Oui, oui, il est déjà dans vos assiettes. D'ailleurs, ce qui m'avait fait doucement rire, c'est que la FNSEA, qui protège tant l'agriculture, a quand même eu un bateau intercepté au nom de M. Arnaud Rousseau, représentant le groupe Avril, avec 22 000 tonnes de soja OGM. C'est quand même un petit peu choquant parce que les OGM sont interdits en France, sauf erreur. Et Miloud. ça, pour moi, c'est très choquant pour le consommateur. Parce qu'on a beau dire, on ne passe pas dans la nourriture. Nous, on a contrôlé des centrales d'achat parce qu'on est assez virulent hein, sur le respect de la nourriture. Il y avait des camions qui étaient siglés agneau de pays, viande de pays, pardon, et à l'intérieur, il y avait du bœuf d'Argentine et de l'agneau de Nouvelle-Zélande. On est rentré sur une centrale d'un magasin, je vais vous le citer d'ailleurs, c'est Lidl, qui avait par exemple tous les légumes et fruits sans aucune provenance parce que c'est des produits transformés. Et c'est autorisé. C'est-à-dire que vous achetez une boîte de haricots, vous ne savez pas si ça vient d'Afrique, du Brésil, de Chine, de n'importe où. Et là, il y a récemment dans une maison de retraite dans le Calvados, c'était du poulet né en Chine, élevé en Amérique, abattu au Japon et transformé en France. Ah, le truc Vous qui vous n'a rendez compte? aucun sens, quoi. Ah ouais. C'est des bêtes de quelques mois qui ont plus voyagé que moi dans toute ma vie. Miloud. Alors, M. Batret, bonsoir. Il y a pas mal de questions dans le chat. Je vous en ai sélectionné 2. Ça tourne bien ton micro vers toi. Effectivement. Ouais. Est-ce que c'est mieux là? Oui, Ouais. c'est beaucoup mieux. Je vous disais, il y a pas mal de questions dans le chat. Je vais afficher la première à l'écran. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a que vous allez avoir une réelle chance d'être écouté par le gouvernement? Question postée par France la Suisse. J'ai une deuxième question également par rapport au Frexit. Est-ce que le Brexit, est-ce que vous pensez que ça peut être une solution pour vous? Et enfin, une troisième, sur les circuits courts. C'est vrai que c'est revenu beaucoup dans le chat. Pourquoi pas privilégier des circuits courts plutôt que de la vente à la grande distrib? Voilà, je vous relais un petit peu ce qu'il dit dans le chat. Alors, pour vous répondre à la dernière question, je vous ai répondu en début d'émission en disant qu'on avait tellement de normes pour vendre nos produits que ça devient quasiment impossible. J'ai un ami qui transforme depuis longtemps. Pour son magasin, parce qu'il y tient, parce qu'il est dans la zone du Cantal, il doit mettre 100 000 euros de normes. Voilà, pour faire un magasin de vente à la ferme. Des produits qu'il produit sur place. Ouais. Moi, je pense que on n'est pas des porcs puisqu'on produit, on sait ce qu'on fait, on respecte les règles d'hygiène et tout. Est-ce que 100 000 euros, c'est pour nous empêcher de faire de la vente directe ou C'est dissuasif, est-ce en que tout c'est cas. vraiment pour protéger le consommateur? Alors, si vous voulez ma réponse, je vais vous la donner, hein, c'est mon idée, c'est que si on a autant de normes et tout ça, c'est tout simplement parce qu'ils savent très bien que n'importe quel corps de métier, s'il peut passer un petit peu d'argent à droite pour essayer de survivre,
on le fera. Si on vend dans les industries agroalimentaires, c'est les quelques centimes qui vont rentrer vont passer par des endroits où on saura où ils sont ressortis. Et ce qui fait peur à l'État, c'est qu'un paysan puisse vivre avec un peu de black, comme un artisan et tout ça. Ils le savent, mais ils mettent de plus en plus pour que l'espèce disparaisse. Alors juste Vous une voyez petite bien question là-dessus, parce que vous dites que finalement l'agriculteur français, on lui met de plus en plus de normes et qu'en fait le Mercosur qui fait importer de la viande ou des produits de pays où en fait les normes sont désastreuses, où il n'y a juste pas de normes, ou alors les normes ne sont pas du tout au niveau de la France, mais on va du coup les faire accepter, donc on est beaucoup plus conciliant avec les agriculteurs étrangers d'Amérique latine ou d'autres pays, et on est de plus en plus dur avec les agriculteurs français. C'est un peu ça que pour résumer. Ah, mais c'est même une certitude, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, en France, on a la surtransposition. C'est-à-dire que pour dire qu'on est plus propre, on nous impose des normes plus dures que ce que l'Europe décide. Ensuite, pour ce qui est de l'Europe, je vais vous répondre. Malheureusement, elle y est. Je pense qu'il faut adapter l'Europe à la France et non toujours adapter la France à l'Europe. Parce que pour sortir de l'Europe, je pense pas que ça peut se faire comme ça, à moins que tous les pays en sortent. Et après, pour le Mercosur, ça a été signé, bien sûr, pour que l'Allemagne puisse vendre ses voitures aux pays émergents comme le Brésil et tout ça, l'Argentine, tout ça. C'est des pays qui sont des gros consommateurs puisqu'ils n'avaient pas, quoi. Donc, aller vendre des Mercedes, des Volkswagen et des Audi là-bas, ça va le faire plus que bien, quoi. Mais malheureusement, en France, on a tellement mal fait les choses, c'est qu'on commence à plus avoir d'industrie, donc on n'a plus grand-chose à échanger. Et malheureusement, c'est comme ça, on peut rien faire. Et pour répondre à la troisième question, je pense que le gouvernement nous a entendus, mais n'en a rien à foutre. Voilà, pour être clair. Et que d'une façon ou d'une autre, rien ne va changer, qu'ils en ont rien à foutre, qu'ils savent très bien ce qui pourrait être fait pour que ça aille mieux. Tout simplement des contrôles aux frontières, qu'on ne retrouve pas des molécules qu'on nous interdit en France, par exemple, déjà, ça serait une chose. Au lieu de nous mettre l'OFB qui va nous emmerder sur nos fermes, et ben, qui mettent l'OFB aux frontières pour que les produits soient contrôlés et que vous ayez une meilleure hygiène alimentaire dans vos assiettes. Après, ça reste mes convictions, hein, parce que c'est pas parce que je dépends du national que j'ai exactement les mêmes convictions. Et la vente directe, on est 100% pour. Mais quand vous voyez que le groupe Avril, c'est le contraire de la vente directe et que Macron protège énormément Arnaud Rousseau, qui est le véritable ministre de l'Agriculture, parce que nous, en ministre de l'Agriculture, je crois qu'elle était professeure ou un truc comme ça, non? Je ne sais pas ce qu'elle était, Annie Genevard, mais je sais qu'elle n'était pas dans l'agriculture. Et Comme on beaucoup a de eu nos aussi ministres. Pardon? Comme beaucoup de nos ministres qui sont pas du tout en lien avec le ministère sur lequel ils travaillent. Voilà, quand vous voyez que Bruno Le Maire, qui avait été le ministre de l'Agriculture, ne savait pas combien il y avait de mètres carrés dans un hectare, bah, c'est un peu déconnecté. Moi, vous voyez, tous ces gens, j'ai envie de leur dire, venez travailler quelques jours avec nous, vous allez comprendre ce que c'est le boulot et ce que c'est de travailler 90 voire beaucoup plus, 90 à 110, 115 heures par semaine 115 heures, pour oui. gagner 700 balles. 700 euros. Voilà. Non, mais faut se rendre compte aussi de cette détresse de l'agriculture française. Toute confédération, syndicats confondus, c'est quand même des gens qui bossent pour pas grand-chose, qui sont censés nourrir le pays et à qui on va foutre des barrages de CRS et de gendarmes pour éviter de faire valoir le peu de liberté encore qu'il leur reste, la liberté d'expression. Et c'est des gens passionnés qui font ça. Et c'est pour ça, et c'est sur ça que ça tient l'agriculture en France, c'est que c'est des gens passionnés qui le font. Mais pour en avoir dans ma famille des agriculteurs, et tous les plus jeunes vont pas forcément dedans, il y en a des passionnés qui continuent, mais il va y en avoir de moins en moins, et on va se retrouver avec quoi? C'est ça la question pour demain. Merci monsieur Battré d'avoir pris le temps. J'avais juste deux questions avant vous de avez vous dit laisser. 20 minutes, Ouais, c'est vrai fait on a étendu votre timing, je suis désolé, mais il y avait une question intéressante. Et moi, les gens adorent dans le chat. Combien il y a de personnes à la coordination rurale? Ça représente combien d'agriculteurs? C'est 20% hein, de la représentativité. 20%, c'est ça? Sur un total de combien? Je pense qu'on est autour de 1000 agriculteurs, 1000 structures agricoles en France. Voilà. Parce que c'est vrai on perd tellement d'agriculteurs dans ce pays. Eh ben, nous, si vous voulez, pour vous donner une idée, on est passé en Haute-Loire depuis janvier l'année dernière, on est passé à 15-20 adhérents, à plus de 70 aujourd'hui. Et tous les jours, on nous appelle. Et ce qui me donne un véritable espoir, c'est qu'on a beaucoup de jeunes agriculteurs ou de syndiqués FNSEA qui nous appellent en disant
On a compris, on est pris pour des cons, on veut vous rejoindre parce que vous bougez et vous voulez la défense de l'agriculture. Et c'est ce qui me donne espoir. Et Véronique Le Floch, qui est notre présidente, et Christian, qui est notre secrétaire général, pour moi, ce sont des gens qui se bougent. Ils regardent pas leur temps, ils regardent pas leur investissement personnel. Vous voyez, Christian, il était avec nous sur Paris, il est rentré, il était à l'hôpital aujourd'hui parce qu'il avait des douleurs insurmontables et tout. Et ce soir, il est de nouveau sur un plateau télé. Bah, c'est des gens que j'admire pour leur investissement. Comment elle s'appelle, Véronique, ce matin m'a envoyé un petit message. Bien rentré, tout s'est bien passé, voilà, parce que nous, on vient de 600 km de Paris. Et là-dessus, du coup, d'ailleurs, ça me fait penser, parce que quand on critique, alors tous les agriculteurs en général, moi, me disent, mais le problème, c'est qu'ils ont mis un système où on n'a même pas la main sur les factures. L'agriculteur ne peut pas dire combien il va vendre le prix de sa production. On a les syndicats n'aident à rien, puisque la FNSEA, vous avez parlé de comment est-ce que, en fait, ils ont des liens avec les coopératives, et, ils sont les mêmes qu'on retrouve au ministère. Donc il y a finalement, les syndicats, les gens n'ont plus confiance dans les syndicats. Aujourd'hui, la coordination rurale, vous dites, ça n'est pas du tout comme les syndicats agricoles traditionnels, c'est autre chose, on peut avoir confiance dans la coordination rurale. Enfin, vous allez forcément dire ça, mais... Notre présidente, c'est agricultrice, donc elle sait ce que c'est. Si vous tapez sur Wikipédia, Arnaud Rousseau est un homme d'affaires. Est-ce qu'il est capable de défendre l'agriculture ou les affaires? Pour moi, voilà, le choix est là. Après, chacun verra midi à sa porte. Mais honnêtement, moi, j'ai plus confiance en quelqu'un qui fait le même métier que moi plutôt qu'en mon ennemi. Voilà. Bien sûr. Tout à fait. C'est quoi vos prochaines, les prochaines étapes, l'avenir proche pour vous? Est-ce que vous allez trouver d'autres façons de faire valoir un petit peu vos propos? Est-ce qu'il y a des directives qui sont données par la coordination rurale? Eh moi, c'est moi qui prends la décision de lancer ça en tant que président de région. Et j'appelle tous les présidents de région à faire ça. L'État veut pas nous entendre et nous couper les vivres. Moi, j'appelle à bâcher les radars. Pas les détruire, mais les bâcher. On va leur couper les vivres. Et ça donnera du pouvoir d'achat aux gens qui viendront peut-être nous rejoindre sur les fermes. Parce que honnêtement, j'en ai marre d'être fliqué en permanence, qu'on nous pompe le fric. Et au bout d'un moment, il va peut-être falloir comprendre que si on est solidaire, consommateur, artisan, commerçant et paysan, les choses vont changer. Parce que quand vous prenez un boulanger qui a ses factures d'électricité qui ont explosé, qui ont été multipliées par 3, par 4, si on coupe les vivres par 3 ou par 4 à tous les politiques, ils auront peut-être moins d'ardeur à se battre pour être politiques. Parce que ça, c'est un truc, il faudrait y penser. Quand vous voyez que la vie double ou triple sur quelques années et que vous prenez 10% de plus sur votre salaire, comment voulez-vous vous en sortir? Voilà, c'est la seule question que je me pose, et je me demande combien de temps ça va durer, ce cinéma où ils se foutent de nous. Parce que aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir le roi qui est dans son petit paradis et protégé par, je vais répéter le mot milice. C'est sûr qu'il peut faire ce qu'il veut, mais le jour où cette milice va être affaiblie parce qu'il y aura une grosse union en face, je pense que ça va changer les choses. Et vraiment, j'ai envie de voir ça. Moi, j'ai envie de voir des gens qui sont heureux dans la rue plutôt que de voir des gens qui se suicident tous les jours. J'ai envie de voir des gens qui peuvent vivre de leur travail plutôt que de survivre pour engraisser des politiques. Et voilà, c'est tout. Et c'est quand vous parlez des suicides, c'est quelque chose d'atroce. On parle de, je sais plus si c'est 2 suicides d'agriculteurs par jour ou un tous les 2 jours. 1 par jour, je pense. En tout cas, c'est la première profession qui suicide le plus dans ce pays. Ça, c'est voilà. Oui, et... ce qu'il y a de malheureux, c'est que le métier où il y a le plus de suicides, c'est les agriculteurs et derrière les forces de l'ordre. Et les policiers. Et justement, les forces de l'ordre en général, parce qu'il y a des gendarmes aussi. Oui, et c'est pour ça que justement, j'aimerais que ils en prennent conscience qu'on veut pas leur mal et qu'on n'a pas envie de leur taper sur la gueule, mais qu'ils nous laissent agir, c'est tout. Mais il faudrait qu'on trouve sur notre média des policiers qui ont renoncé, qui ont résigné, qui sont plus dans la police et qui critiquent ça aujourd'hui. Ce serait comme le monsieur qui a dit à monsieur Battré qu'il avait arrêté ce métier à cause de tout ce qui se passe. Exactement. Et donc tout à l'heure, en plus, il est toujours policier pour l'instant, malheureusement, il pourra pas témoigner. Sur Paris, donc, voilà. Il y a Patrick dans le chat qui dit excellente idée bon là nous en tant que journalistes on peut pas trop dire. On n'en cite pas mais ouais, je suis obligé de vous laisser parce que merci monsieur Battery. En tout cas, on a exagéré sur le temps que vous aviez et on espère pouvoir vous redonner la parole bientôt. J'espère. Bravo encore pour l'énergie et la joie que vous donnez. À très vite.
Merci beaucoup, bonne c'est soirée, vrai. bon courage. Bon courage, Et au revoir. merci d'être honnête.